donc je me présente, Amandine Sauvageon, je suis photographe, argentique de préférence et aussi enseignante en arts appliqués dans une école à Bordeaux. Et donc je suis là pour faire une petite introduction à la photographie et à ses différentes techniques. Et donc pour commencer, je vais partir de l'étymologie du terme photographie, écriture avec la lumière, et vous parler en fait de ses origines et notamment les origines de la chambre noire dont Aristote parle dès l'Antiquité. Et en fait, là, il ne s'agit pas à proprement parler de photographie encore, mais plutôt d'un phénomène lumineux qu'Aristote a décrit avec précision au IVe ou Ve siècle avant Jésus-Christ. Et donc, c'est celui que vous voyez sur l'image projetée, qui consiste, lorsqu'on est, par exemple, à l'échelle d'une pièce, enfermé dans une pièce noire qui donne sur l'extérieur. Si cette pièce totalement noire est à son mur vers l'extérieur percé d'un petit trou ou à travers un volet, le paysage qui se trouve à l'extérieur est projeté sur le mur opposé à l'intérieur. Donc cette découverte-là, elle date de pas mal de siècles et elle va être utilisée en fait par les artistes à la Renaissance grâce à des sortes de machineries qui vont ensuite améliorer et qu'on peut voir sur cette planche ici. Et en fait, donc le principe de la chambre noire va être investi et exploité par les peintres dès la Renaissance, avec Léonard de Vinci notamment, qui va s'intéresser à ce phénomène lumineux et imaginer, alors il n'y a pas que Léonard de Vinci, mais tous ces artistes vont imaginer différentes boîtes noires qui vont permettre de capter le réel d'une façon plus ou moins précise. Ici, vous avez un schéma peut-être plus parlant sur la possibilité justement de l'exploiter par un peintre. Donc, il organise une scène dans une pièce, vous voyez, avec donc le piano, les deux personnages, et en fait à l'extérieur, dans une boîte qui est plaquée sur la paroi, percée d'un petit trou. La taille du trou, elle est très importante. Plus le trou est petit, plus l'image est précise. Donc il peut dessiner en fait à l'arrière, recopier, décalquer tout simplement l'image qu'il obtient. Donc ça a une grande utilité pour la peinture parce que ça permet de représenter par exemple l'échelle des éléments dans une composition à main levée, sans forcément avoir nécessairement une géométrie particulière. Bon, vous savez que Léonard de Vinci ne va pas se satisfaire que de ça. Pour représenter la perspective et la profondeur, il va mettre au point une géométrie particulière. Mais en tout cas, il est un de ceux qui, à la Renaissance, donc depuis l'Antiquité jusqu'à la Renaissance, on a sauté presque 2000 ans, ceux qui concrètement trouvent une utilité à cette chambre noire. Vous avez en haut à droite en fait le résultat obtenu, le tableau qui est obtenu par un tel dispositif. Ça va ? Bon. Donc très tôt on constate en fait que ce phénomène lumineux capturé par la chambre noire, utilisé par les peintres et qui leur est d'une grande aide, finalement c'est un artifice. C'est quelque chose qui est tout sauf naturel, c'est une mise en scène, un simulacre. Et toute l'histoire de la photographie, elle est fondée là-dessus en fait, cette tension entre le fait que
On veut capturer un élément du réel, le figer, mais en même temps, cette capture, elle dépasse le réel et forcément, très vite, on a constaté que ça n'est pas le réel, en fait. Hein, c'est une image du réel, une reproduction, tout ce qu'on veut. Bon, jusque-là, donc on arrive au XVIe siècle, c'est la Renaissance. Les peintres utilisent la chambre noire. Et jusqu'au XIXe siècle, on n'a jamais réussi encore à capturer cette image et à la fixer. Et en fait, c'est un Français, Nicéphore Niepce, qui, le premier, parvient à trouver un procédé chimique qui va lui permettre d'inventer officiellement la photographie. Donc une date, l'invention officielle, c'est 1827. Donc on est au tout début du 19e siècle. Et donc il a l'idée de charger sa chambre noire, qui est une simple boîte en bois, d'un support qui est sensible à la lumière, donc qui réagit à la lumière. Et donc pour ça, il a fait de la cuisine en fait. Il a expérimenté plein de choses. Mais il a été inspiré au départ. Et alors ça, j'ai pas trouvé d'illustration, mais c'est un phénomène assez intéressant. Mais je pense que vous verrez de quoi je parle. Il a été inspiré par l'estampillage des fruits. En fait, depuis le Moyen Âge et au Moyen Âge notamment, on estampillait les fruits en cours de maturation en leur appliquant un motif pour les marquer. Et au cours de la maturation, ce motif reste au même endroit. En fin de maturation, on l'enlève et donc il y a une zone plus claire. Et on sait que ces pommes proviennent de ce verger. Donc on sait que il existe des substances qui réagissent à la lumière et qui permettent de créer des images quelque part, en tout cas d'enregistrer une trace. Ça, c'est aussi un aspect important dans l'histoire de la photographie, le fait qu'elle enregistre une trace, quelque chose qui a été. Et à ce titre-là, bon, ça c'est encore un autre débat, j'y viendrai après. Donc Nicéphore Niepce, inspiré par l'estampillage des fruits, trouve le moyen, je ne vais pas rentrer dans les détails chimiques parce qu'on s'en fiche, trouve le moyen d'enregistrer une forme sur son papier qu'il charge dans sa chambre noire. Il trouve aussi le moyen dans la foulée de le fixer, parce qu'il y a quand même eu des expériences évidemment dont on n'a aucune trace, mais on le suppose, qui permettaient de capter des formes, mais qu'on n'arrivait pas à fixer, parce qu'en fait, tant que la lumière agissait dessus, ces formes évoluaient, donc elles n'étaient pas stables dans le temps. Et donc Nicéphore Niepce à l'époque appelle ça non pas photographie encore, mais héliographie. H-E-L-I-O, c'est-à-dire ça provient du terme hélios qui désigne le soleil en grec, puisque les premières images obtenues le sont grâce à la lumière naturelle, celle du soleil. Donc le support privilégié, alors il a fait des expériences sur papier, mais finalement le support le plus adéquat qu'il trouve, Niepce, c'est le métal, et donc il va utiliser des plaques d'argent qu'il enduit de bitume de Judée, donc qui est une substance qui réagit à la lumière, et qu'ensuite il faut traiter pour fixer. Et voilà comment il obtient la première photographie de l'histoire en positionnant sa chambre noire à sa fenêtre. C'est une reconstitution évidemment. Vous voyez donc sa boîte posée sur le rebord de la fenêtre. Il obtient sur son dépoli l'image inversée, comme on pouvait l'obtenir déjà dans l'Antiquité, et ça donne ça. Alors, du coup, là, j'ai des images en plus petit format. Le vrai résultat aujourd'hui conservé, c'est celui du haut.
C'est donc la plaque d'argent avec des formes qui sont quasiment indécelables et qui sont très difficiles. Enfin, c'est un objet qui est très difficile à conserver, très fragile, donc rarement montré. Moi, personnellement, je l'ai jamais vu exposé. Et donc, ce qu'on voit souvent, ce sont des reproductions. C'est pas la plaque d'argent elle-même, mais des reproductions qui sont plus ou moins lisibles. Mais la première photo de l'histoire, c'est celle-là, vous l'avez sous les yeux. Elle est intitulée Point de vue au Gras, G-R-A-S, mais Gras avec un G majuscule. C'est un lieu, là où habitait Nicéphore Niepce. Et l'image tout en bas, c'est la photo prise depuis, une photo plus récente, prise depuis sa fenêtre. Et en fait, donc là, il obtient une image unique au bout d'un temps de pause très long, presque une journée, ce qui explique aussi certaines incohérences dans cette image qui ont intrigué beaucoup, notamment les ombres. Mais bon, c'est difficile à voir là, mais il y a des ombres projetées des deux côtés, et en fait ça explique que il a posé son appareil pendant toute une journée, donc le soleil a balayé les bâtiments et donc les ombres ont changé, et tout ça a été enregistré sur la plaque d'argent. La voilà en plus grand. Assez rapidement, Niepce s'associe avec un autre Français qui s'appelle Daguerre, et qui Daguerre est beaucoup plus ambitieux que Niepce. D'ailleurs, il va lui emprunter tous ses brevets, puisque Niepce meurt rapidement, au début des années 1830. Donc Daguerre s'empare de toutes ces découvertes et va les prolonger. Il va faire un très gros travail, lui aussi, mais c'est plus tardivement que Niepce a été reconnu comme l'inventeur de la photographie. Et donc Niepce meurt en 1833 et Daguerre prolonge un petit peu l'invention en améliorant un petit peu la boîte noire, l'appareil photo, notamment en l'équipant, vous le voyez, d'un objectif, à la place du petit trou. Je vous remontre celui de Niepce, il y avait un obturateur, donc un élément qui s'ouvre et se ferme plus ou moins pour contrôler la quantité de lumière, mais c'était très rudimentaire. Donc Daguerre lui installe un véritable objectif avec des lentilles qui améliore la qualité de l'image et permet aussi donc de mieux concentrer les rayons et plus de précision. Ensuite, il améliore aussi en tout cas, il change alors, il reste sur la plaque de métal comme support. Donc, on est toujours sur l'obtention d'une image unique. On n'est pas encore dans l'ère de la reproductibilité. L'image obtenue, elle n'est pas reproductible. Et par contre, le procédé chimique évolue un petit peu. C'est-à-dire qu'à la place du bitume de Judée, il va mettre de l'iodure d'argent, peu importe, mais en tout cas, on l'observe dans les images. Ici, donc son invention, il l'appelle le daguerréotype, de façon tout à fait modeste. Et cette émulsion par laquelle il enduit la plaque d'argent, elle contient elle aussi de l'argent, ce qui explique l'aspect un peu métallique au résultat. Mais à l'époque de Daguerre, on est encore dans des temps de pause de plusieurs heures. Donc la photographie dans son histoire, alors elle arrive au début du 19e siècle et elle remet un peu en question quelque part la peinture, puisqu'elle apporte la possibilité d'obtenir avec peu de technique finalement des images très fidèles au réel et notamment des portraits.
Donc le daguerréotype va servir rapidement à faire du portrait. Tout le monde se fait faire son daguerréotype, mais avec donc plusieurs heures de temps de pause. Ce qui explique que les pauses sont au début de cette histoire de la photographie très rigides, parce qu'il fallait être très stable pour pouvoir tenir pendant longtemps, et elles sont souvent floues. C'est le cas de ce portrait ici, qui semble légèrement, mais c'est très léger, légèrement bougé. Voilà d'autres. Et vous voyez, il faut toujours être bien stabilisé dans la pose pour pouvoir tenir longtemps. Souvent les yeux sont mi-clos aussi, donc c'est pas un regard très ouvert, parce que pour les mêmes raisons, il faut tenir le coup. Voilà, donc on voit apparaître comme ça des portraits un peu mis en scène, entourés de ces accessoires fétiches, qui racontent un peu aussi l'histoire de la personne qui est photographiée. Donc c'est des portraits intéressants du point de vue documentaire aussi, sur l'époque et les personnes photographiées. Ce que je vous montre là, c'est des portraits d'anonymes, pas forcément identifiés. Portrait de famille aussi, et vous voyez là aussi comment chacun prend appui pour ne pas bouger pendant le temps de pause. Mais petit à petit, donc la technique s'améliore, et surtout les temps de pause sont de plus en plus courts. Avec le daguerréotype, on arrive à une demi-heure. Donc une demi-heure, c'est quand même tenable, et ça explique aussi les regards un peu plus vivants qu'on obtient. Et cette image, elle est intéressante, c'est aussi une image de daguerre très connue, c'est le boulevard du Temple à Paris. Donc comme Niepce a pu le faire quelques années auparavant, il fait la photo depuis son appartement, par la fenêtre. Et donc le boulevard du Temple, même au début ou à la moitié du 19e siècle, c'est un boulevard très passant où il y a énormément de calèches. Et or là, en fait, on les voit pas, parce qu'en fait le temps de pause a été si long que le mouvement de ces voitures n'a pas eu le temps d'impressionner la plaque de métal. La seule chose qu'on voit de vivante, en quelque sorte, c'est, vous voyez, cette silhouette de cet homme qui se fait cirer les chaussures, et qui a souvent posé question, parce que on sait très bien qu'à cette époque-là, le temps de pause est quand même relativement long, et que un cirage de pompe, ça dure pas non plus une demi-heure. Donc c'est certainement une photo mise en scène pour laquelle Daguerre a demandé à quelqu'un de poser. Et donc c'est une des premières photos mises en scène et posées, mise en scène dans le sens parce que les portraits c'est des mises en scène, mais là à l'échelle de la ville, quoi. Voilà, vous m'arrêtez si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ou alors vous notez vos questions et vous les poserez à la fin. Bon, je passe les détails chimiques. Effectivement, là, le résultat que parvient à obtenir Daguerre est beaucoup plus convaincant et en tout cas pérenne que celui de Niepce. Vous l'avez vu, la première image, elle est très floue, elle n'est pas très précise, elle s'efface. Les daguerréotypes sont très stables dans le temps. Il a trouvé un procédé chimique à base de vapeur de mercure qui lui permet de fixer les images d'une façon très efficace. Les images que je vous ai montrées, là, les daguerréotypes, c'est des photos actuelles, donc de daguerréotypes du 19e siècle. Donc vous voyez comment ils se conservent, on est largement au-delà du siècle, presque 2 siècles de conservation là. Et puis arrive donc Bayard, un autre Français qui lui obtient en 1839 un positif direct
sur papier, parce que le daguerréotype, en fait, selon comment on le regarde et comment on l'oriente, ça donne l'impression d'être soit positif, soit négatif. En fait, l'image, elle est pas, elle est changeante. Et le support métallique, c'est aussi une contrainte, ça coûte très cher, hein, une plaque d'argent, donc c'est très précieux. Et Bayard, donc un peu plus tard, après Daguerre, trouve le moyen, lui, d'imprimer des photos sur du papier. Et c'est ce qu'on appelle des positifs directs. C'est-à-dire qu'on obtient directement l'image positive, et là non plus, il n'y a pas encore l'idée de décliner l'image positif-négatif. De toute façon, c'est un positif, donc on viendra après au reste. Alors, voilà ce que ça donne. C'est une image de pas très bonne qualité, pas très précise. Et en fait, Bayard, dans l'histoire, c'est un peu l'oublié de service. C'est pour ça qu'il a réalisé cet autoportrait en noyer, donc mort noyé, de noyade, parce que il a été très déçu qu'on n'accorde pas d'intérêt à son invention à lui. En fait, c'est un peu resté. Ça ne s'est pas diffusé et il n'a pas connu le développement qu'il estimait mériter. En Angleterre, parallèlement, et comme souvent dans ces moments assez fertiles, puisqu'on est en période de révolution industrielle, hein, où beaucoup de choses sont remises en question, un autre homme qui s'appelle Henry Fox Talbot étudie aussi cette possibilité de capturer des images et de les fixer dans le temps. Donc lui, il va appeler ça le calotype. Là, l'étymologie provient d'un mot grec aussi qui signifie beauté. Et la différence avec le calotype et tout ce qui a été inventé jusque-là par les Français, c'est que c'est un négatif. Donc, Fox Talbot obtient une image négative qu'il faut ensuite traiter pour obtenir un positif. Et c'est là le début de l'histoire de la photographie comme étant une image reproductible. C'est à partir du moment où on a inventé le négatif, en fait, qu'on a pu la reproduire à l'infini. Alors évidemment, d'un tirage à l'autre, il y a toujours des différences, et tous les photographes qui pratiquent la photographie argentique vous le diront, il y a aucun tirage n'est totalement identique, parce que il y a plein de paramètres. Mais en tout cas, ce négatif que vous voyez là à gauche, on peut le reproduire autant de fois qu'on le souhaite. Ça ne va pas l'abîmer et c'est vraiment inépuisable, quoi. Donc le positif, il est obtenu par contact. En fait, il s'agit de positionner le négatif en sandwich sur un support vierge, de l'exposer à la lumière. La lumière passe à travers les zones blanches, c'est-à-dire les zones où il n'y a pas de matière, et du coup agit sur le support photosensible et deviennent noirs. Voilà, pour résumer. Donc on est là dans la configuration de base finalement de l'invention de la photographie argentique. Hein. C'est Henry Fox Talbot qui marque le début d'une histoire technique qui va pas tellement évoluer ensuite. Je vous montre d'autres calotypes. L'image est d'une qualité relativement bonne. Je dis relativement parce que, souvenez-vous, hein, sur les daguerréotypes, il y a vraiment une finesse et une précision dans le détail qui n'est pas encore égalée là. Et du coup, je vous montre plusieurs exemplaires de la même vue. Il me semble, ouais, c'est la même vue. Pour vous montrer aussi que d'un tirage à l'autre,
à partir du négatif, selon le support qu'on utilise et le temps d'exposition, la chimie qu'on utilise, on peut obtenir plein de résultats encore très variés, plus ou moins foncés, plus ou moins clairs. Ici, l'image elle est plus brune, donc ça provient de la composition chimique des éléments qui contribuent à sa révélation. Et ici, c'est plus noir, plus froid. Voilà, donc on peut dire qu'à partir de là, jusqu'aux années 1970, presque sur un siècle, finalement la technique photographique va assez peu évoluer, assez peu, hein. Ça va quand même changer, mais c'est toute l'invention de la photographie du XXe siècle qui tourne plutôt autour de l'allègement en fait, du matériel. Elle est fondée sur l'idée que le photographe, lorsqu'il photographie, il obtient une image négative qu'il peut ensuite exploiter et décliner à volonté à l'infini par des tirages positifs. Donc le négatif, c'est une matrice, hein, en quelque sorte, qui ensuite est tirée. Et donc le premier appareil photo vraiment léger et transportable, il date de 1914, c'est celui-ci, c'est la technologie, là on ne parle pas encore de technologie, mais c'est Leica, et c'est une marque qui va faire date, hein, qui encore aujourd'hui est connue pour son savoir-faire et la qualité de ses appareils photo. Tout photographe rêve d'avoir un Leica. Mais vous voyez qu'entre ça et les boîtes énormes, hein, celle de, notamment, je reviens comme ça, celle de l'appareil photo de Daguerre, il y a comme un énorme pas dans la liberté de mouvement et de travail et de photographie qui est permise aux photographes. Là, on ne pouvait faire que des photos en studio, posées. Et donc, à partir de 1914, avec ce type d'appareil photo, eh bien, on utilise un support qu'on appelle à volonté film ou pellicule, et qui fait 35 mm de large, et donc qui est tout à fait facile à manipuler, et qui permet ensuite d'obtenir des formats et des images différentes. Alors, je fais, voilà un autre modèle de Leica, toujours celui de 1914, l'originel. Un petit arrêt sur les premières photos couleurs, qui datent du tout début 1900. Ça s'appelle des autochromes, et c'est inventé par les frères Lumière. Ceux qui ont aussi inventé le cinéma en 1895, quelques années avant. Alors les autochromes, c'est des images extraordinaires sur verre en général, c'est des positifs directs, c'est-à-dire qu'on obtient une image unique positive, hein, il n'y a pas besoin de faire le changement négatif-positif. Mais elles sont frappantes par la vivacité des couleurs, la luminosité qu'elles offrent. Et donc, alors là, c'est la fille de Louis Lumière, Suzanne. Je ne m'étends pas trop sur la chimie, mais c'est en fait le principe de la couleur, de la photocouleur, il est basé sur la trichromie, c'est-à-dire que la plaque, elle est enduite de 3 couches qui reçoivent les rayons lumineux et réagissent donc à volonté rouge, vert ou bleu. D'autres autochromes. Alors si la photocouleur vous intéresse, je vous invite à découvrir la collection de Louis Kahn, qui est un banquier français qui, dans les années 1900, donc c'était quelqu'un de fortuné,
a eu l'idée d'envoyer en mission de nombreux photographes pour documenter le monde dans une volonté d'universalité, en fait, selon l'idée que mieux on connaîtrait les autres, plus on vivrait en harmonie avec. Donc c'était une vision très humaniste. Et donc il a envoyé et payé plein de photographes à travers le monde qui ont documenté le monde en couleur d'une façon extraordinaire. Et cette collection, elle est visible en partie dans sa maison en région parisienne. C'est une collection qui se visite. En plus, il y a des jardins magnifiques. Voilà une bobine de pellicule. Donc on a film ou pellicule. Ça va être le même support qu'au cinéma, en fait. Le 35 mm, cette largeur avec les trous de chaque côté, est utilisée aussi bien en photo qu'au cinéma. Ici, c'est une pellicule couleur. Les pellicules noir et blanc se présentent de la même façon, avec une émulsion différente dessus. Ici, vous avez un négatif 35 mm qu'on appelle aussi, qu'on désigne aussi par les termes ou les chiffres 24-36. 24-36, c'est la taille de l'image originelle, de la matrice en millimètres. 2,4 par 3,6 cm. Donc là, vous voyez que... Ouais, vous voyez pas bien, mais c'est un négatif couleur. Donc il y a un petit peu il y a quelques couleurs qui sont les couleurs complémentaires qu'on obtient en faisant un tirage. C'est un négatif. La photo couleur, en fait, ensuite, elle est surtout développée par les Américains. L'autochrome, la technique que je viens de vous décrire, inventée par les frères Lumière, elle n'a pas une durée très longue parce que c'est une technique qui demande beaucoup de savoir-faire, beaucoup de cuisine, en fait, au moment où on fait les photos. Il faut tout de suite faire la révélation, etc. Donc c'est quand même pas pratique. Et du coup, l'autochrome tombe rapidement dans l'oubli. Mais par contre, il y a toutes ces images qui nous restent et qui sont d'une qualité extraordinaire. Ensuite, par rapport à la photo couleur, c'est les Américains donc, qui vont développer la technique essentiellement sur le support 35 mm et notamment Kodak. Ici, on a une image, je crois, des années 50. Vous voyez aussi à quel point en fait, cette photo couleur se conserve bien. Et c'est un tirage actuel. Donc, qui restitue parfaitement la lumière et toutes les couleurs. Toutes les couleurs. Alors, je reviens un petit peu en arrière parce que donc là, j'arrête mon histoire de la photo. Je vous ai expliqué du coup comment l'idée de capter l'image obtenue par la boîte noire a intéressé les peintres puis les photographes. Comment ils sont parvenus à la fixer, à la capturer. Comment ensuite la technique a évolué jusqu'à l'appareil photo réflexe argentique qu'on connaît aujourd'hui, qui a en fait donné lieu au réflexe numérique. Parce que le réflexe numérique, finalement, il aurait pu prendre n'importe quelle autre forme. Or, son ergonomie et sa physionomie, elle est vraiment basée sur le réflexe argentique. Elle imite le réflexe argentique. Et... Donc voilà un petit peu pour l'histoire. Vous voyez, ça n'a pas été très long. J'espère que je ne vous ai pas trop barbé. Et maintenant, j'aimerais soulever en fait plutôt la question de à quel moment la photographie est devenue un art. Et parce que dans son histoire, en fait, au XIXe siècle, elle a tout de suite créé polémique parce que évidemment, les peintres se sont trouvés
distancé quelque part par cette technique qui permettait d'obtenir des portraits, même quand on ne savait pas peindre, même quand on n'avait pas appris à peindre, il suffisait d'apprendre à manier un appareil photo et on obtenait un résultat satisfaisant. Donc, à quel moment la photographie, en tout cas, il émerge une réflexion sur la photographie qui devient un art. Et alors, je commence cette réflexion avec une photographie, je ne sais pas si vous le reconnaissez, non, de Baudelaire, par un photographe spécialisé dans le portrait, mais pas que, qui s'appelle Nadar, et qui est un de ceux qui détestait en fait la technique photographique. Donc c'est assez intéressant déjà de commencer par un paradoxe. Hein. Il s'est quand même laissé tirer le portrait quelque part. Bon, il n'a pas un regard très, très bienveillant. Mais donc jusqu'à la charnière du 19e, 20e, la photographie, elle a ce statut un peu curieux de... on ne considère pas ça comme un art quand même, parce qu'il y a vraiment des restes importants sur ce que doit être l'art, et notamment l'académisme, qui régit finalement la peinture et tout ce qu'on appelle les arts majeurs. L'architecture en fait partie, elle a cette chance, mais la photographie, nouvellement arrivée, n'est encore pas considérée comme un art. Et détesté par certains, tels que Baudelaire, qui estiment que c'est juste une technique à maîtriser, et puis c'est tout, les images obtenues n'ont aucun intérêt. Alors, du coup, j'ai imprimé un texte. Vous savez que Baudelaire, il a écrit sur les salons artistiques à la fin du 19e siècle très, très régulièrement, des salons qui étaient réservés à la peinture. Et au salon de 1859, il y avait aussi de la photographie. Et donc, j'ai trouvé intéressant de vous lire le passage qu'écrit Baudelaire sur la photographie. Je parlais tout à l'heure des artistes qui cherchent à étonner le public. Le désir d'étonner et d'être étonné est très légitime. C'est un bonheur de rêver. Toute la question, si vous exigez que je vous confère le titre d'artiste ou d'amateur des beaux-arts, est donc de savoir par quel procédé vous voulez créer ou sentir l'étonnement. Parce que le beau est toujours étonnant. Il serait absurde de supposer que ce qui est étonnant est toujours étonnant. Or, notre public, qui est singulièrement impuissant à sentir le bonheur de la rêverie ou de l'admiration, signe des petites âmes, veut être étonné par des moyens étrangers à l'art, et ces artistes obéissant à se conformer à son goût. Ils veulent le frapper, le surprendre, le stupéfier par des stratagèmes indignes, parce qu'ils le savent incapable de s'extasier devant la tactique naturelle de l'art véritable. Dans ces jours déplorables, une industrie nouvelle se produisit qui ne contribua pas peu à confirmer la sottise dans sa foi et à ruiner ce qui pouvait rester de divin dans l'esprit français. Cette foule idolâtre postulait un idéal digne d'elle et approprié à sa nature, cela est bien entendu. En matière de peinture et de statuaire, le credo actuel des gens du monde, surtout en France, et je ne crois pas que qui que ce soit ose affirmer le contraire, est celui-ci. Je crois à la nature et je ne crois qu'à la nature. Il y a de bonnes raisons pour cela. Je crois que l'art est et ne peut être que la reproduction exacte de la nature. Une secte timide et dissidente veut que les objets de la nature répugnante soient écartés, ainsi un pot de chambre ou un squelette. Ainsi l'industrie qui nous donnerait un résultat identique à la nature serait l'art absolu. Un Dieu vengeur a exaucé les vœux de cette multitude. Daguerre fut son messie. Et alors elle se dit, puisque la photographie nous donne toutes les garanties désirables d'exactitude, ils croient cela les insensés, l'art c'est la photographie. À partir de ce moment, et ça c'est la phrase que tout le monde retient en général de cet écrit-là, à partir de ce moment, la société immonde se rua comme un seul narcisse pour contempler sa triviale image sur le métal. Une folie, un fanatisme extraordinaire s'empara de tous ces nouveaux adorateurs du soleil. Je poursuis un peu plus loin.
Comme l'industrie photographique était le refuge de tous les peintres manqués, trop mal doués ou trop paresseux pour achever leurs études, cet universel engouement portait non seulement le caractère de l'aveuglement et de l'imbécilité, mais avait aussi la couleur d'une vengeance, qu'une si stupide conspiration, dans laquelle on trouve, comme dans toutes les autres, les méchants et les dupes, puisse réussir d'une manière absolue, je ne le crois pas, ou du moins je ne veux pas le croire. Mais je suis convaincue que les progrès mal appliqués de la photographie ont beaucoup contribué, comme d'ailleurs tous les progrès purement matériels, à l'appauvrissement du génie français, du génie artistique français, déjà si rare. Donc Baudelaire, vous voyez, mais surtout la phrase à retenir, hein, qui est souvent citée. À partir de ce moment, la société immonde se rua comme un seul narcisse pour contempler sa triviale image sur le métal. C'est une phrase qui pourrait même résonner encore aujourd'hui, hein, parlant des réseaux sociaux et des images que l'on crée et produit par cet intermédiaire, qui ne sont pas des photographies. Donc Baudelaire considère que les peintres ratés se jettent sur la photographie par facilité et évidemment dénonce cette nouvelle technique comme un instrument diabolique qui va nuire à la qualité artistique française, déjà bien limitée, dit-il. Mais, et alors, donc curieusement, en fait, ce paradoxe, alors voilà Baudelaire encore, enfin, je trouve que ces photos sont vraiment très intéressantes, hein, prises par Nadar, on pourrait les analyser d'une façon approfondie, il y aurait des choses à dire. Mais donc Nadar a produit des dizaines de portraits de personnes plus ou moins connues. Je trouve intéressant de vous montrer les gens connus du moment. Ici, Rodin. Vous voyez la qualité, hein, des photographies. Alors là, c'est des tirages actuels, c'est-à-dire qui ont été nettoyés de toutes les petites rayures, mais sur lesquels, par contre, aucun détail n'a été retravaillé. Hein. On voit même, vous ne le voyez pas parce que c'est dans la zone d'ombre, mais en fait, dans cette zone-là, Nadar a repris son négatif pour assombrir les ombres, donc par un trait un peu haché comme ça, pour marquer davantage les ombres. Donc ça y est. Il manque juste là certainement les rayures et les petites poussières, mais sinon ce relief et cette précision étaient déjà là au XIXe siècle. Et donc Rodin nous regarde là d'un œil vif et vivace. Victor Hugo. Et alors, bon, il y en a plein d'autres, hein, si ça vous intéresse, vous irez voir les portraits de Nadar, c'est assez passionnant, c'est un peu les magazines People de l'époque. Donc il a fallu pour ces photographes, en tout cas ces techniciens ou opérateurs de l'appareil photo, trouver quelque part un statut et en tout cas défendre leur volonté d'exister en tant qu'artistes. Et à la charnière, donc à toute fin du 19e et début du 20e siècle, il apparaît un courant qui va s'appeler le pictorialisme, et qui va contribuer à ça, en fait, qui va permettre à la photographie, enfin, on est presque au bout d'un siècle, hein, d'émerger en tant qu'art. Et paradoxalement, ça va se faire grâce à des techniques plutôt picturales. Il y a beaucoup de photographes pictorialistes, hein, qui participent au courant. Moi, je vous présente des photographies de Robert Demachy, qui est un Français. Ça s'écrit avec un Y. Et en fait, finalement, la seule possibilité pour la photographie d'exister en tant qu'art, ça a été, en cette fin de 19e siècle, d'exploiter des techniques empruntées à la peinture et au dessin.
vous voyez ici, donc de Machy, c'est une photographie qui est intitulée La lutte, et donc c'est une photo de nu au départ, et en fait de Machy va travailler le négatif pour obtenir une texture, un rendu, en tout cas pour le fond, qui rappelle celui de la peinture. Et là, la photographie n'est plus seulement une technique reproductible à l'infini. La photographie, c'est aussi une image qui laisse la liberté au photographe d'être un artiste, d'y laisser une trace, une patte, un geste. Donc les pictorialistes font une petite cuisine toujours souvent mystérieuse, hein, c'est pas des techniques forcément très connues. Chacun y va de sa recette pour obtenir des images qui ne sont pas celles d'un réalisme parfait. C'est plutôt des images où il y a de la texture, où il y a une ambiance, où on est presque confronté finalement à des peintures. Donc les pictorialistes parviennent à faire sortir la photographie de sa production un peu standardisée et de cette réputation qu'elle a et qui s'est construite au cours du XIXe siècle. Ils se basent beaucoup sur une transformation du réel, en fait. Justement, ils ne se satisfont pas du réel qu'on peut obtenir avec un appareil photographique, ils le dépassent, et en travaillant le flou, le contraste, la texture, et en intervenant manuellement sur le processus du développement à n'importe quelle étape. Ça peut être au moment de la prise de vue, avec des sortes de filtres, ça peut être au moment du développement, dans le laboratoire, en utilisant des émulsions chimiques qui vont avoir des résultats un peu hasardeux. On est, et d'ailleurs c'est en même temps que l'impressionnisme, on est dans les années 1890, on est dans une quête d'impression, d'atmosphère. Et c'est un peu la même que celle des impressionnistes. Toujours de Machy. Donc ces photographies, parfois on peut se poser la question de savoir si c'est plutôt des dessins ou des gravures, mais en tout cas pas des photographies. Et c'est ça qui est un peu paradoxal dans l'érection de la photographie au rang des beaux-arts. Il a fallu qu'elle passe par une phase où elle a nié son aspect technique. Ça, c'est Rodin aussi. C'est Rodin qui est représenté. Et le photographe pictorialiste qui a réalisé cette image, c'est Puyo. P-E-Y-O. Et puis encore un autre exemple de pictorialiste, Misonne, donc un paysage. Les pictorialistes aimaient bien exploiter aussi les variations météorologiques, le brouillard, la pluie, la neige, qui permettaient aussi de créer ces atmosphères dont ils étaient friands. Oula, ça fait mal aux yeux. Donc, le pictorialisme apporte son statut d'œuvre d'art à la photographie. Et à partir de là, toutes les audaces vont être permises et les photographes vont rivaliser de créativité et d'inventivité, intervenant à toutes les étapes du processus pour produire des images originales qui font dire que la photographie n'est pas seulement un outil technique. Parallèlement, n'oubliez pas quand même que la photographie a un intérêt technique et elle est notamment très utilisée, je vous en parle pas là, mais si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir, très utilisée par la médecine et très utilisée aussi
pour documenter en fait les actualités. Donc à partir du moment où elle permet de capter des choses d'une façon assez rapide, elle est utilisée pour ça aussi, bien évidemment. Donc pour sa capacité à reproduire le réel. Donc voilà le moment au cours duquel la photographie devient un art. Maintenant, je vais vous parler de ce que c'est une photographie et comment on peut éventuellement réfléchir à améliorer ces photographies, à finalement produire des images intéressantes. J'insiste quand même sur le mot photographie, mais je le répète beaucoup, du coup j'utilise le mot image, mais il faut quand même bien distinguer les deux, je vous en parlerai ensuite. Et donc aujourd'hui, la photographie, elle est essentiellement numérique. Depuis les années 90, l'argentique a été un petit peu mis de côté. Il y a eu un temps quand même une petite querelle entre les défenseurs de l'argentique et ceux du numérique. Et cette querelle, elle tenait essentiellement aux performances, en fait, à la qualité des images obtenues, qu'on peut mesurer par la précision, le grain, etc. On parle de pixels en numérique. Mais depuis peut-être une dizaine d'années, la comparaison est terminée. En fait, elle n'a plus lieu d'être et la polémique s'est apaisée. Argentique et numérique sont deux choses complètement différentes. Il ne faut pas les comparer et on obtient des résultats différents avec l'un et avec l'autre. Simplement, il faut savoir pourquoi on utilise l'un ou l'autre, en fait, simplement. Moi, par exemple, mon chemin, il est argentique, donc ça ne veut pas dire que je dénigre le numérique, mais j'ai choisi l'argentique parce qu'il me permet de faire des choses et j'investis les différentes étapes du développement de certaines idées qui sont partie prenante de la démarche et qui font que mes images racontent quelque chose de précis, enfin, de particulier, de singulier, que je ne pourrais pas obtenir avec le numérique. Voilà. Par contre, je reconnais effectivement que certains font de très belles images numériques. Ce n'est pas le cas de ce que je vous présente là. Donc aujourd'hui, avec le numérique, il est très aisé d'obtenir une image. Vous le savez, vous avez tous des smartphones, vous avez tous des appareils photo, compacts, réflexes. On a cette immédiateté qui est à notre portée. Et la question de nouveau qui se pose, finalement, on fait un bond d'un siècle, c'est à quel moment la photographie numérique est photographie et pas image, à quel moment elle devient un art. Est-ce qu'on est parvenu à dépasser justement l'aspect très technique, technologique du numérique? Pendant les 10 premières années après l'invention du numérique, fin des années 90 à 2000, c'est ce que je vous disais, on s'est querellé en disant oui, non mais regarde, là le résultat par rapport à ton imprimante, moi il y a une qualité de grain qui est différente, qui est beaucoup plus belle. Bon, aujourd'hui ça n'existe plus, c'est dépassé. Et on est tous d'accord pour dire que c'est deux choses différentes. Mais le travers, moi je trouve, et là ça n'engage que moi, c'est de vouloir exploiter uniquement les performances du numérique. Et c'est donc, j'espère que Yann Arthus Bertrand ne nous écoute pas. Je ne sais pas si je pourrais assumer face à lui, je pense que oui. Mais donc ici vous avez une photographie de Yann Arthus Bertrand prise dans la série La Terre vue du ciel qu'il a photographiée justement avec l'émergence de l'outil numérique et il a fait cette très belle, très léchée série de photographies
mais qui pour moi justement est l'exemple typique du photographe qui produit des images dont la qualité réside dans la technique seulement. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, vous pourrez me contredire après, mais finalement, l'intérêt de cette démarche, c'est l'idée qu'a eue Yann Arthus Bertrand de monter en hélicoptère et de photographier la Terre vue d'en haut. Tout le monde peut le faire, en fait. Quand on a les moyens de se payer un voyage en hélicoptère, de s'offrir des appareils photo extrêmes, eh bien, on peut tout à fait obtenir ce type de résultat. Par contre, je suis d'accord pour dire que Yann Arthus Bertrand a eu l'idée de le faire et qu'il a eu l'idée, quelque part, d'élever son point de vue et donc de changer ou d'imaginer un regard nouveau sur le monde. Donc ça permet d'obtenir des images qui sont très séduisantes, amusantes, et donc de voir le monde différemment. Et c'est devenu un système énorme. Hein. Yann Arthus Bertrand est un personnage important aujourd'hui. En fait, c'est un personnage écouté, qui a un pied dans l'écologie, qui donc a utilisé son expérience et soi-disant en général, c'est ce qu'il dit parce qu'on lui a très vite reproché, bon ben vous montez en hélicoptère, voilà, kérosène, tout ça, elle est où l'écologie? Et donc il dit que assez systématiquement, quand il a une mission photographique comme ça, il cherche à compenser, je sais pas comment il fait, hein, mais à compenser donc sa consommation en faisant autre chose qui va contribuer à l'écologie. Voilà. C'est un peu douteux. Mais c'est un personnage important aujourd'hui, Yann Arthus Bertrand. Donc, voilà, ne l'oublions pas. Bon. Par contre, il y en a d'autres, à mon avis, qui ont fait un usage du numérique beaucoup plus intéressant. Alors ici, qui est lié aussi à la performance technique, hein. Je regarde l'heure quand même. Ici, c'est le travail de Marcus Brunetti, qui est un artiste allemand. Donc, je vous ai mis cette image pour que vous ayez une idée de l'échelle de ces images, de ces tirages photographiques. Et en fait, lui, donc c'est de la photo numérique. Mais avec une technologie extrêmement pointilleuse, avec un appareil photo qui est de la taille de celui de Daguerre en son temps, et avec des prises de vue pour obtenir un résultat comme ça, multiple. C'est-à-dire qu'il ne fait pas qu'une vue. Donc vous êtes futurs architectes, peut-être que vous vous êtes déjà essayé à la photo d'architecture et vous avez constaté que l'éternel problème, c'est de ne pas avoir de fuyantes et d'avoir des façades aussi planes. Et donc pour obtenir ce résultat, il faut en fait balayer les dites façades à une distance qui est toujours égale, en fait, pour pas avoir d'inclinaison en fait de l'objectif. C'est ce que fait Marcus Brunetti, donc il fait je ne sais pas combien de photos, une dizaine en fait de fragments qu'il recompose ensuite. Il travaille avec des ordinateurs extrêmement puissants qui traitent l'image pendant des heures, des jours, et donc le résultat est celui d'un processus très lent qui contredit finalement l'immédiateté de la photographie numérique et technique aujourd'hui, quoi. Donc pour moi, ça c'est un travail fondé sur la technique numérique qui est intéressant. Les images sont extraordinaires, hein, de qualité, de finesse, de détail. Et comme Yann Arthus Bertrand, là-dessus, ils sont comparables. Effectivement, ils donnent à voir quelque chose qu'on ne peut pas voir finalement à l'œil nu, en fait. Donc là, la photographie, elle a un vrai intérêt
parce qu'elle amène quelque chose d'unique, de magique, un point de vue sur le monde qui n'est pas possible avec notre seule vision humaine. Donc voilà plusieurs exemples. Et puis un autre exemple d'artiste photographe qui s'appelle Martin Klimas, K-L-I-M-A-S, qui est lui aussi qui exploite avec virtuosité finalement les performances techniques possibles avec les appareils numériques dernière génération, et qui met en scène comme ça des images, ou plutôt des actions qui ne sont pas visibles à l'œil nu non plus. Donc on est aussi dans la performance, on est aussi dans la maîtrise technique, mais c'est quand même érigé au rang d'une esthétique très fouillée, parce qu'il a fait plein de séries, parce qu'il a essayé ça avec beaucoup d'éléments différents. Vous voyez, il y a des séries donc de vases, des séries de bibelots, de sculptures en porcelaine chinoise, etc. Donc ça, c'était les deux exemples que j'ai choisi de vous montrer. Il y en a plein d'autres, d'artistes qui utilisent le numérique, à mon avis, à bon escient, en tout cas avec une réelle intention artistique derrière qui dépasse les performances techniques, ou qui les exploite, qui les utilise. Dernièrement est apparu aussi un courant intéressant, à mon avis, justement, puisque on a à disposition immédiatement une masse d'images par l'intermédiaire d'Internet. Certains artistes se sont posé la question de qu'est-ce qu'ils pourraient faire avec, puisque toutes ces images sont en accès libre. Donc j'ai choisi de vous parler de 3 d'entre eux, 3 femmes, il était temps. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans cette histoire. Curieusement, la photographie étant un art très technique, en général, elle intéresse beaucoup les hommes. Donc ce courant artistique s'appelle l'appropriationnisme. Et il consiste à utiliser cette masse photographique qui est à disposition sur Internet, Google, tout ce que vous voudrez. Et donc ces artistes utilisent ces images et développent comme ça une esthétique assez percutante, à mon avis, qu'il est intéressant de connaître. Donc la première, c'est Pénélope Umbrico, U-M-B-R-I-C-O, qui alors a réalisé plusieurs séries. Ici, c'est celle des couchers de soleil. Donc des couchers de soleil qu'elle a trouvés sur Internet, d'anonymes, de gens qui mettent ça à disposition, qui partagent leur vie, comme sur tous les réseaux sociaux. Et donc ces installations, en fait, finalement traduisent non seulement la quantité, mais donc ça commence par une collecte, finalement, une collecte. Et les installations témoignent de cette énorme masse qui est à notre disposition. Mais elle a une façon de l'organiser, et c'est dans cette intervention-là que la démarche artistique réside, finalement, l'organisation par rapport à un chaos a priori, celui de tout ce qu'on peut trouver sur Internet. Donc elle a fait ça avec des photos de pleine lune aussi. Ici, en jouant sur les formats. Dans la série précédente, l'installation précédente, tout est imprimé au même format. Je ne sais pas si il me semblait avoir mis une vue avec des gens, mais c'est vraiment une installation immersive. Une silhouette humaine arrive à peu près à mi-hauteur, en fait, de l'installation. Donc les pleines lunes, les écrans c'est assez drôle aussi, parfois, les écrans de télé qui ne fonctionnent pas,
où on se dit mais pourquoi il y en a qui font ça? Pourquoi photographier sa télé qui marche pas? Peut-être pour témoigner, je sais pas, envoyer à un technicien au service après-vente pour dire ma télé marche pas. Voilà. Mais donc ça donne lieu à une esthétique très ancrée dans le monde d'aujourd'hui. Et c'est de la photographie aussi. Enfin, photographie plasticienne. Une autre artiste qui s'appelle Jenny Odell, ODEL, qui elle exploite les images satellites et les organise par thématique. Donc là, c'est les piscines, les bateaux. Les piscines, les bateaux, bon, il y a les stades, il y a plein de choses. Je trouvais que ça pouvait être aussi un point de vue intéressant pour vous. Alors peut-être pas par rapport au concours, parce qu'il va falloir que vous preniez des photos, mais pour autre chose, aujourd'hui, exploiter des images que vous n'avez pas produites vous, ça peut aussi être considéré comme une forme artistique. Troisième artiste appropriationniste, Corinne Vionnet, VIO2NET, et qui, elle, utilise les photographies prises par les touristes dans le monde entier, de monuments emblématiques. Et en fait, elle en superpose plusieurs dizaines, et en jouant sur l'opacité, la transparence de chacune de ces images, elle obtient ce résultat, en fait, un résultat un peu évanescent, qui sort de la matérialité de la photographie touristique habituelle. En général, on a envie d'emmener avec soi exactement le monument tel qu'il était. Ça permet aussi d'observer que finalement on est tous, parce que peut-être que là-dedans il y a certaines de vos photos, donc là c'est Berlin, je crois. Il y a un léger décalage en fait aussi qui fait toute la subtilité des images obtenues. Bon, Saint-Basile, je sais pas si c'est Moscou, Saint-Pétersbourg, Stonehenge. Et pour terminer en fait sur la photographie aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'un artiste qui s'appelle Abelardo Morel, M-O-R-E-2-L, qui lui prend le parti de revenir aux racines de la photographie. Donc c'était une jolie pirouette. Il exploite le principe du sténopé ou de la chambre noire dans des chambres d'hôtel. Et donc, nous permet de vérifier que le phénomène existe, que c'est pas de la magie. Et en fait, donc, utilise l'outil numérique, la photographie numérique, pour capter le résultat obtenu. Mais en fait, tout simplement, il met en place un dispositif de boîte noire. La seule contrainte, c'est qu'il faut que sa chambre d'hôtel, elle donne sur l'extérieur, plutôt au rez-de-chaussée, et encore, c'est pas forcément nécessaire. Il occulte tout, sauf donc un petit trou. Il laisse, en l'occurrence, là, il laisse un rond de la taille d'une pièce de 2 € à peu près. Et donc, l'image à l'extérieur se projette sur le mur opposé à l'intérieur. Et il prend une photo. Ici, donc, quand je vous disais, l'image est en couleur, celle qui se projette. Donc là, il n'y a rien de magique, c'est pas une vidéoprojection, c'est simplement le phénomène de la boîte noire qui est ici utilisé et photographié. Donc vous pouvez constater que l'image projetée, elle est à l'envers. C'est un phénomène normal.
Je suis presque... alors, il faut que j'accélère un peu par rapport à cette notion de... enfin, j'ai dit à un moment donné que j'allais vous parler des photos, enfin, comment améliorer vos photos. Bon, il y a simplement quelques éléments de base à savoir. Mais pour conclure juste sur cette partie numérique argentique, et pour moi la question aujourd'hui elle est plus sur qu'est-ce qui est photographie, qu'est-ce qui est image. J'ai une citation de Salgado, le photographe que vous voyez là, qui m'a semblé intéressante, qui dit « Instagram, ce n'est pas de la photographie, c'est un nouveau langage qui s'appelle l'image ». Salgado, c'est un grand reporter qui a fait de la photo de guerre et qui a aussi dernièrement documenté la Terre. Donc il a un peu la même ambition que Yann Arthus Bertrand, beaucoup de moyens. Mais c'est intéressant de voir que quelqu'un qui a quand même presque traversé le XXe siècle et ce regard sur Instagram et les réseaux sociaux et distingue, bon ça c'est un peu logique aussi, hein, il défend sa petite chapelle, mais donc ce qu'on fait avec un téléphone et qu'on balance sur les réseaux sociaux, c'est de l'image. Par contre, on peut faire de la photo avec son téléphone, hein. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais alors, qu'est-ce qui distingue une photographie d'une image ? À mon avis, il y a quelques éléments concrets, et c'est là-dessus que peut-être vous allez pouvoir réfléchir pour vraiment améliorer vos photos et faire en sorte que si vous faites des photos, elles ne soient pas des images telles que celles que vous balancez sur Facebook ou Insta. Elles sont vraiment considérées comme des photographies. Donc, les codes de l'image, c'est simple, c'est ceux des réseaux sociaux, c'est ceux de la télé-réalité, c'est ceux des séries télé, c'est des images, c'est des codes pré-mâchés finalement, qui donnent lieu à des images qui donnent l'impression d'être intéressantes. Je suis la première à utiliser Instagram, voilà. Mais on y plaque des effets tout faits, en fait. On ne réfléchit pas à pourquoi on met ça. Le choix, il est simplement visuel. C'est sympa, ça fait rétro. Voilà, donc c'est des codes pré-mâchés qui ne peuvent participer... Enfin, je vais peut-être dire ça d'une façon un peu directe, mais qui ne peuvent pas participer à une démarche artistique. Je suis sûre qu'il y a plein d'exemples qui pourraient contredire ça, hein, mais bon, pour aller jusqu'au bout de la logique. Par contre, les codes de la photographie, c'est ceux du regard, au sens noble du terme, c'est-à-dire ceux qui se construisent avec le temps et avec l'observation. C'est pour moi, finalement, la seule différence. Et les codes de la photographie, souvent les grands photographes, Salgado est considéré comme un grand photographe, les codes de la photographie, ils les ont intégrés, mais pour mieux les dépasser. Mais ils y sont passés. Donc on est d'accord sur le postulat que la photographie est un fragment du réel. C'est en aucun cas le réel, hein, c'est bon, maintenant on est tous d'accord là-dessus. C'est un reflet du réel, mais en tout cas c'est un morceau, hein, un prélèvement. Et elle est composée d'une succession de plans. Là, c'est peut-être un des secrets. Une fois que vous avez compris ça, et du coup vous allez imaginer des photographies peut-être plus intéressantes. Parce que vous ne verrez pas votre photographie comme une surface plane, mais comme une composition en profondeur. Donc, travaillez les plans. Faites en sorte que dans votre image, dans vos photographies, il y ait plusieurs plans. Déjà, on atteint là une complexité peut-être plus intéressante. Observer les photographies de Salgado, c'est pas forcément mon photographe préféré, mais on peut quand même reconnaître la qualité de ses images et leur composition. Vous voyez que il n'y a jamais qu'un seul plan. C'est toujours, il y en a toujours plusieurs, et il prend
un malin plaisir ou alors avec virtuosité, il introduit une lecture, le regard dans l'image de façon très progressive. L'image de l'éléphant, par exemple, avec en premier plan la silhouette de l'arbuste qui crée comme une ombre portée, la fumée à l'arrière-plan, les autres, je passe parce que sinon je ne vais pas arriver jusqu'au bout. Donc il y a toujours un jeu de plans qu'il faut que vous cherchiez à maîtriser. Ensuite, la géométrie, elle est importante, donc vous devez avoir quand même un œil relativement aiguisé là-dessus et vous pouvez l'utiliser. Par exemple ici, l'image de droite, elle est plutôt fondée sur la géométrie, des lignes fuyantes qui structurent l'image, qui sont contredites par l'élément transversal du premier plan là. Ça, c'est un travail sur la géométrie aussi. Alors, j'avais choisi cet exemple justement parce qu'il n'y a peut-être qu'un seul plan, en fait, sauf la zone, justement, le noir qui est à l'arrière-plan, qui attire le regard. Ici aussi, la géométrie, ce sont des photos de Ralph Gibson. Ce que je trouvais intéressant là pour parler de géométrie, c'est de parler de géométrie avec un corps humain en fait qui est tout sauf géométrique. Bon, Léonard de Vinci dirait le contraire, mais on est d'accord. L'organique en fait en général s'oppose à la géométrie. Mais ça peut être une entrée intéressante pour composer vos images, trouver des lignes qui vont guider le regard à l'intérieur de l'image et faire en sorte que ce soit structuré. C'est toujours Ralph Gibson et on est toujours sur la géométrie. On peut parler aussi de profondeur de champ. La profondeur de champ, on en parlera plus concrètement la semaine prochaine si vous venez. C'est la zone de netteté dans l'image. Donc elle peut être courte ou longue. Ici, elle est courte. La netteté est faite au premier plan. L'arrière-plan est flou. Et donc cette profondeur de champ, elle est intéressante à travailler aussi, à maîtriser. Parce que c'est pas la même chose si vous donnez à voir tout net du premier plan à l'infini ou alors si vous faites en sorte qu'il n'y ait qu'une zone nette et le reste flou. Donc c'est important par ces trois entrées en fait mais qui sont un peu les mêmes en fait la gestion des plans dans la photographie, dans la profondeur, la géométrie, la profondeur de champ. Ces trois éléments-là, déjà, vous donnent un peu matière à réfléchir à la composition de votre photographie. Il faut chercher à ménager une entrée et une progression dans l'image. Et contrairement à ce qu'on pense, il ne faut pas centrer son sujet. Je vais passer rapidement parce que je pense qu'on arrive à la fin du temps. Ça va. Importance de l'horizontalité aussi. Ça, c'est un élément, c'est une maladresse qu'il faut apprendre à gérer. Avoir un horizon, une ligne d'horizon vraiment plane et pas glissante, qui traduit quand même un regard pas du tout fixé, quoi. Et donc c'est maladroit. Ça, c'est vraiment quelque chose de très concret que vous pouvez chercher d'ores et déjà à maîtriser, auquel vous pouvez faire attention. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça. Alors jusqu'ici, je vous ai montré surtout des photos en noir et blanc. Je vous montre un peu de photos couleurs. Par rapport à ces éléments dont je viens de parler, la gestion de la profondeur, la pénétration du regard dans la photographie et à travers les différents plans ménagés par le photographe. Ici, c'est un photographe qui s'appelle Saul Leiter, Leiter, qui joue beaucoup avec le flou, qui est un grand coloriste aussi. Il a une façon de manier la couleur vraiment extraordinaire. Une bonne photo n'est pas forcément une photo nette. Le flou peut être un flou tout à fait artistique et intéressant.
Il faut savoir jouer avec, il faut qu'il y ait une intention artistique derrière. Donc c'est toujours Sol Litter. Vous voyez qu'il n'hésite pas à utiliser des écrans un peu intermédiaires entre lui, son objectif, et le paysage qu'il prend en photo. Souvent des vitres, la pluie, des reflets, qui enrichissent beaucoup l'image, la complexifient et nous gênent dans sa lecture et dans nos repères habituels. Par contre, la ligne d'horizon, elle est toujours là, hein. Il y a toujours cette horizontalité. C'est toujours Sol Litter. Alors, par exemple, ici, d'une façon générale et selon des règles un peu convenues, on dit que dans une photographie, le premier plan ne doit jamais être flou. Hein, c'est toujours ce qui implique le regard et la lecture de la photographie. Or là, vous voyez, Sol Litter dépasse un peu cette règle convenue pour en proposer une interprétation qui est intéressante aussi, en fait. Hein. Toujours Sol Litter. Voilà, donc une bonne photo n'est pas forcément une photo noir et blanc non plus. Hein. Moi, je suis un petit peu focalisée, mais je suis tout à fait admirative, au contraire, de ceux qui maîtrisent la couleur, parce que c'est pas du tout mon cas. Donc là, c'est un autre photographe qui utilise beaucoup le flou, un flou un peu trash en fait, un flou justement qui est fait pour déstabiliser, qui est un peu sale. Et bon, avec des sujets évidemment qui s'y prêtent. Hein. C'est Michael Ackerman. Mais le flou apporte un peu du mystère, parce que le flou, c'est pas non plus faire disparaître totalement son sujet, c'est aussi le suggérer, et parfois la suggestion, elle est beaucoup plus percutante que le réel dans toute sa véracité. Je passe rapidement. C'est aussi un photographe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Koudelka, et donc là, c'était pour parler de la règle des tiers. Donc quand je vous disais qu'il vaut mieux ne pas centrer ce qui vous semble important dans une composition, ça se base sur ce qu'on appelle la règle des tiers, selon laquelle donc, on divise l'image en 3 parties égales horizontalement et verticalement. Et c'est sur les lignes, sur les endroits où les lignes se croisent, qu'on positionne ce qui est important. Et en fait, ça induit une lecture beaucoup plus logique et aussi complexe et intéressante que quand on plaque le sujet en plein milieu de façon frontale. Voilà, donc il faut vraiment ménager en fait une circulation quand vous composez une photographie. Et vous voyez que là, en fait, Koudelka veut attirer l'attention sur le geste et l'objet assez extraordinaire, cette balle qui est en lévitation, qui se détache dans le ciel juste au-dessus de la prairie, et donc il la ligne non pas en plein centre, mais plutôt dans la partie gauche, sur la ligne des tiers. Bon, ouais, je passe. Alors, si je trouvais le travail de Martine Parr intéressant par rapport au thème du concours, que je ne vais pas divulguer là tout de suite, mais dans pas longtemps, et surtout au parcours en fait qui vous est proposé, qui est un parcours urbain. Et donc, vous pouvez tout à fait l'aborder sur un ton humoristique. Et c'est ce que fait Martine Parr, hein, à photographier dans le monde entier. C'est un reporter, hein, on peut dire. Mais il capte le réel et tout ce qui s'y déroule, des situations, d'une façon tout à fait humoristique. Là, ce qui l'a intéressé, on comprend bien, c'est les cheveux jaunes de l'homme. Le reste, on s'en fiche. Et donc, plaquer ça sur un fond d'immeubles, on s'imagine dans une station balnéaire quelconque, hyper touristique, c'est quand même assez drôle. Voilà, il a fait une série sur les touristes aussi, où
les montre en pleine situation complètement ridicule. Hein. Cette dame ne photographie pas le monument, mais autre chose, elle lui tourne le dos. Voilà. Et puis Gabriel Basilico, qui est un photographe qui a beaucoup photographié l'architecture, qui continue hein, d'ailleurs. Ici, c'est Rotterdam, une ville portuaire, dont vous avez sûrement entendu parler. Et il a une capacité justement à composer ces images à partir justement d'éléments urbains qui sont à sa disposition. Hein. Donc ici, celle-ci, c'est plutôt la signalisation, les panneaux, les feux. Ici, c'est cette architecture dont on voit bien qu'elle a été récemment terminée. Les arbres sont minuscules. Et donc, il y a un travail de la lumière aussi. Vous voyez qu'il a pris la photo à un moment où l'éclairage public est allumé, mais soit le jour se lève ou il tombe juste. Donc ça amène une grande luminosité qui est intéressante. Pensez, quand vous allez faire des photos, à la lumière et à l'heure à laquelle vous allez opérer. Donc c'est toujours Basilico. Ici, la règle des tiers, hein, c'était pour vous montrer cette composition très structurée, où vous voyez qu'il y a des éléments importants alignés sur les règles, sur les lignes des tiers à droite et à gauche, verticaux. Je vais passer. Et enfin, une autre petite indication de composition, la composition en Z, ça peut être intéressant. Vous voyez que c'est surtout utilisé dans la pub. En général, on joue aussi avec la typographie. Mais quand on n'a pas beaucoup d'éléments en fait, à photographier, comme dans cette image-là, ça peut être intéressant de se caler sur une organisation comme ça qui va ménager une circulation. Là aussi. Difficile de faire une photographie de mer ou d'océan intéressante qui ne donne pas l'impression d'être complètement plate et sans intérêt. Donc là, le Z a été utilisé. Et voilà, j'arrive à la fin. Donc, pour être appréhendée, une photographie, à la différence d'une image, elle doit témoigner d'une certaine rigueur, en tout cas d'une réflexion et d'une maîtrise. Sinon, elle ne communique pas. Sinon, elle est plate, elle est sans intérêt. Je te fais un petit signe. Donc, elle doit montrer une certaine organisation, celle que votre regard va avoir la qualité de déceler, puisque tout le monde est photographe en puissance, hein, de mettre en place face au fouillis, au désordre que le réel offre à voir. Et donc le fragment ou les fragments que vous allez prélever pour participer à ce concours ou pas d'ailleurs, hein, ça peut être simplement pour vous, doivent être en équilibre et témoigner d'un engagement, d'un positionnement quelque part de votre vision qui doit être unique. C'est comme ça en fait qu'on pourra juger que votre image, votre photographie, elle est intéressante. Donc, on va vous livrer le thème justement par lequel vous allez pouvoir vous illustrer et témoigner de cet engagement-là.